Bonjour à tous, je m'appelle Clément Vache, je suis interne en génétique au CHU de Bordeaux. Je vais vous présenter un projet qu'on a réalisé cet été et qui porte sur la priorisation phénotypique. Alors tout d'abord, on va parler un peu de contexte. Qu'est-ce qu'un phénotype? Alors un phénotype, c'est la description d'un patient dans sa globalité, c'est vraiment un portrait du patient. Ça regroupe à la fois le motif de consultation, mais aussi les éléments de l'examen dysmorphologique, les éléments de l'examen clinique. Ça peut aussi regrouper des résultats d'imagerie, des données de l'histoire familiale et voire même aussi des modes d'hérédité suspectés. Pour décrire ce phénotype, ont été développées des terminologies. Et ces terminologies ont été organisées sous forme d'ontologie. La plus connue est l'Human Phenotype Ontology, qui est développée depuis 2007, qui a été développée initialement pour les maladies rares et qui a été un peu adaptée après pour les maladies communes. Alors ces ontologies, elles sont Human Phenotype Ontology est organisée sous forme d'un directed acyclic graph. C'est pas juste un arbre comme on peut penser. Et où un terme enfant peut avoir un lien avec plusieurs termes parents, et du coup c'est un peu l'un des intérêts. À noter quand même que cette ontologie est en anglais totalement, qu'il existe une version française de cette ontologie, mais qui couvre seulement 26% des termes de Human Phenotype Ontology. Et c'est pour ça que j'ai mentionné eTop là, qui est un site qui regroupe diverses ontologies et qui a une traduction de Human Phenotype Ontology qui couvre 76% des termes. Donc ça peut être assez intéressant, vu la richesse lexicale du français, de trouver le terme bien adapté. Donc là, je vous ai mis une représentation de Human Phenotype Ontology qui est en fait constituée de 6 sous-ontologies différentes. La plus connue est celle des anomalies phénotypiques, c'est celle qu'on utilise un peu, avec ces 22 22 sous-systèmes en dessous. Mais aussi, on a des termes HPO du coup pour les modes d'hérédité suspectés, ce qui est très intéressant en génétique, mais aussi pour l'histoire médicale, qui comporte notamment des termes HPO pour l'histoire familiale. Donc, il y en a par exemple pour les cardiopathies familiales, pour les antécédents de cancer dans la famille. Voilà, donc ça c'est hop. Et une fois qu'on a décrit du coup ce phénotype, il va falloir permettre aux outils de relier ce phénotype à un génotype. Pour ça, il y a des bases de données qui ont été créées. La plus connue, c'est OMIM, bien sûr, que vous connaissez tous, j'imagine, qui permet de regrouper un phénotype avec une maladie et un génotype, qui est une base de données qui est très facile d'accès pour des humains, un peu moins pour des ordinateurs. C'est pour ça qu'il y a d'autres initiatives qui ont tenté de répondre à ces approches plus informatiques, et Human Phenotype Ontology Annotation en est une par exemple, qui du coup se base sur OMIM quand même pour sortir ces données. On peut aussi noter d'autres approches. Amélie, c'est un des outils de priorisation qui existe dans la littérature, qui lui a une approche totalement différente, qui va lire les articles, faire du data mining sur les articles pour permettre de relier à la fois des phénotypes et des génotypes directement. Donc voilà, ça c'est pour les méthodes pour relier le phénotype au génotype. Du coup, si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, en parlant des outils de priorisation, donc il y en existe une trentaine. Dans ma dernière lecture, il y en avait 34. Et on peut les séparer en deux groupes. Un groupe où, en données d'input, on va donner seulement le phénotype, donc une liste de termes HPE qu'on a sorti de la description de notre patient, et qui va utiliser ce phénotype, cette liste de termes, pour faire un classement de gènes en fonction des bases de données qu'il consulte. Donc il y a ce premier groupe, et il y a un second groupe qui, lui, va utiliser en variant d'input à la fois le phénotype et à la fois des fichiers de variants, des VCF, et qui du coup va permettre de faire une classification des variants en fonction du phénotype. Donc là, je vous ai mis un petit groupe de tous les outils, sachant que là j'ai mis par exemple que les outils qui permettent de classer les SNV pour le phénotype UVCF, mais il existe aussi des outils qui sont développés pour les SV et pour les structural variants qui regroupent notamment les SNV. Voilà. Donc nous, par rapport à ça, on a décidé de choisir deux outils, un dans chaque groupe. Le premier, Phen2Gene, qui est un outil de phénotype seul. Alors, Phen2Gene, ça utilise une terme HPE qu'on lui fournit,
Et ça va comparer à une base de données déjà préétablie. Oui, donc... Ça va ? C'est bon. Tac. Ça va prendre chacun des termes, ça va regarder dans une base de données déjà préétablie le classement de gènes, et ça va faire avec les différents classements de germes par thème HPO, ça va faire un classement unique pour le phénotype. Donc voilà, c'est la base de données, c'est As2GKB que ça consulte. Et cette base de données de relation entre chaque terme HPO et un classement, ça a été fait par un autre outil qui s'appelle Enhanced Finalizer. Le deuxième outil qu'on a décidé d'utiliser s'appelle Exomizer, et lui du coup c'est un outil de priorisation qui se base sur les données à la fois de VCF et de phénotype, avec les deux entrées que voici. Et il va d'abord faire un score de variant, un score de pathogénicité du variant, il va aussi faire un score de phénotype, et il va combiner ces deux scores. Alors là, pour les plus matheux d'entre vous, il y a la formule qui est mentionnée là. Il va combiner ces deux scores dans un score d'Exomizer et faire le classement en fonction. Du coup, nous, on a utilisé ces deux outils lors d'un projet de réanalyse d'exomes, donc avec des exomes pour lesquels on avait déjà des données de résultats. On a fait en deux étapes. La première étape, c'est qu'on a pris un groupe de cas déjà résolus pour lesquels on avait un diagnostic, où on avait une corrélation phénotype-génotype qui était assez forte. Et on a du coup testé les deux outils donc sur 14 cas, des exomens en trio, avec une moyenne de 11 termes HPO pour décrire ces exomes, enfin ces cas. Et dans un deuxième temps, on a utiliser ces outils pour des cas non résolus pour lesquels on n'avait pas de diagnostic. Donc là, c'était un recrutement juste sur une période de temps. Le seul critère de sélection qu'on a fait, c'est qu'on a exclu les fœtus, devant l'absence de données un peu sur le phénotype des fœtus et la grande variabilité. Donc là, vous voyez, au niveau des termes HPO, on est à peu près équivalent quand même sur la répartition des deux groupes. Ça, c'est un peu du coup le schéma de ce qu'on a fait. Donc, vous voyez en première ligne notre pipeline classique avec le VCF qui passe dans le pipeline classique et l'interprétation en fonction du phénotype pour obtenir le résultat. Et en bas, du coup, ce qu'on a rajouté, donc partir de ce phénotype qui est dans des comptes rendus ou dans des PowerPoint, l'extraire manuellement, le traduire, parce que du coup, on a utilisé les termes HPO anglais, et fournir ces listes de phénotypes, ces listes de termes HPO aux deux outils. Donc Fen2Gene qui va utiliser que cet outil pour faire un classement de gènes, et Exomizer qui va utiliser cette liste et le VCF pour faire un classement de variants en fonction des gènes. Donc dans la première étape, sur les 14 cas résolus, Exomizer a retrouvé 100% des diagnostics, Fen2Gene a retrouvé 95% des diagnostics. Bon, à noter quand même que il faut bien le voir, Exomizer classé en moyenne 143 variants et que Fen2Gene classé en moyenne 17 075 gènes. Donc il faut quand même le noter, c'est important. Et donc là, je vous ai mis la répartition du classement des variants diagnostiques. Et du coup, on voit que Exomizer a retrouvé 67% des diagnostics en top 1, en variant numéro 1. Et dans le top 10, 94%, ce qui correspond en fait à la littérature, ce qu'on retrouve un peu dans la littérature, et que Fen2Gene est beaucoup plus loin dans les classements, avec les premiers classements dans la tranche entre 30 et 50. Donc suite à ces résultats assez encourageants, notamment pour Exomizer, on a un peu poussé à la seconde étape. Alors là, je vous montre juste un exemple de cas résolu. Donc voilà une liste de termes HPO qu'on a extrait des différents comptes rendus pour un de nos patients. Je vous montre justement pour l'hypotonie faciale, vous voyez bien qu'il y a, comme on disait sur HPO tout à l'heure, c'est un acéclographe avec plusieurs entrées dans le même terme. Avec le pipeline classique, on avait du coup un diagnostic de syndrome de Barrett-Serre-Winter. Exomizer a retrouvé en première position du coup ce même variant. Avec là, vous voyez, il y a les scores d'Exomizer, les scores phénotypiques et les scores de variants. Et Fen2Gene avait retrouvé ce gène en 67e position. Voilà.
Et du coup, dans la seconde étape, pour les 25 cas non résolus, donc avec le pipeline classique, on a eu un diagnostic dans 5 cas, soit 20%, ce qui correspond à peu près à la littérature, au taux de diagnostic dans la littérature qui tourne entre 5 et 24%. Et là, je vous ai mis du coup la répartition de ces variants diagnostiques dans les différents outils. Où on retrouve, alors c'est que sur les 5, donc c'est un effectif assez réduit, mais on retrouve 80% des diagnostics dans les 10 premiers pour Exomizer, et 20%, soit un seul pour Fun2Gene dans les 100 premiers. Et là, du coup, on a aussi décrit des variants d'intérêt, des variants pour lesquels on manque de données pour conclure à la pathogénicité et à l'implication dans le phénotype. Et c'est ces variants d'intérêt dont je vais un peu plus parler ici. Donc il y avait 9 variants d'intérêt dans les cas non résolus et 4 variants d'intérêt dans les cas résolus. Et ce qui est intéressant de voir, parce que c'est aussi le principal intérêt, la principale limite de ces classements, c'est qu'il peut y avoir des grandes variabilités entre deux variants ou deux gènes classés pourtant très à côté. Et c'est un peu ce qu'on voit ici avec ça c'est le score global pour Exomizer. On voit que sur les variants d'intérêt et sur les variants diagnostiques, il y avait des scores qui étaient à peu près comparables, mais en fait il y avait des grandes variabilités sous les deux sous-scores. Donc c'est un peu la notion de valeur seuil qui est compliquée à obtenir et un peu la principale limite de ces outils. Voilà. Et du coup en conclusion, je voudrais juste dire que c'était une première étape de résultats assez encourageants sur la priorisation, un essai en conditions réelles avec des cas non sélectionnés, et la nécessité de bien décrire les phénotypes, de bien faire des visions analytiques, notamment en dysmorphologie, et de bien choisir les outils adaptés, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait une trentaine d'outils, chacun avec leur spécificité, et donc bien choisir celui qui va le mieux répondre à notre demande. Je voudrais remercier le laboratoire de génétique moléculaire du CHU de Bordeaux, le docteur Vincent Michaud pour son encadrement, et merci de votre attention et je suis disponible pour vos questions. Merci beaucoup. C'est assez novateur. Si j'ai bien compris, en fait, vous rentrez un variant que vous trouvez, plus les éléments morphologiques. J'ai pas très bien compris en fait la démarche. C'est peut-être parce que j'ai pas très bien écouté. Hein. Non. C'est peut-être moi qui n'ai pas été assez clair. En fait, on utilise le fichier, le VCF, c'est le fichier d'appel des variants. C'est un fichier où sont retrouvés tous les variants, toutes les variations qui ont été retrouvées dans l'exome. Et donc ça fait, il y a 40 000 Et variants. avec la clinique, ça vous les priorise. Exactement. D'accord, j'ai compris. Le but, c'est... J'en profite pour dire aux petits jeunes qu'ils ont intérêt à se former en bioinformatique, parce que moi, même un truc VCF, je ne sais pas ce que c'est. Hein, donc oui. Oui, c'est très très intéressant. C'est effectivement la nouvelle pratique de la génétique, on va dire. Alors évidemment, moi, comme je suis de la vieille école, ça me rend quand même un petit peu perplexe. Et je vois votre conclusion là, bien décrire les phénotypes. Oui, enfin c'est toujours ce qu'on a essayé de faire. Néanmoins, on se heurte à un écueil qui est, pour certains symptômes, une grande part de subjectivité, parce qu'on a vu précédemment l'observation de cette machin 5, là, de l'observation de Benjamin, quand il dit on reprend la littérature et on regarde, on compare avec ce qui a été publié, la dysmorphie est similaire. Ben ouais, si on cherche, on va trouver que c'est similaire. Néanmoins, c'est des signes extrêmement subtils qui sont noyés avec la variabilité individuelle, etc. Donc et puis on voit bien quand on compare nos avis sur des cas, dire moi je trouve qu'il a les oreilles comme si, oh ouais, tu trouves, enfin voilà, il y a une grande part de subjectivité. Et puis après, on va se heurter aussi à la spécificité du symptôme. Vous êtes parti de l'analyse là de l'hypotonie. Si on regarde le nombre de pathologies du neurodéveloppement avec l'hypotonie, donc moi voilà. Alors évidemment, il y a tout le reste qui va avec, hein, mais on peut très bien aussi imaginer qu'un enfant, il a une pathologie et puis il a autre chose qui se rajoute, il est hypotonique parce que ce jour-là, il était en hypoglycémie ou je sais pas quoi. Donc voilà, bon, je dis pas que votre démarche n'est pas bonne, mais voilà, ça me rend quand même un petit peu perplexe sur la nécessité justement de qu'est-ce qu'on va mettre comme symptôme qu'on va décrire et qu'on va entrer dans
dans le système, quoi. C'est vrai un que petit peu du ça. coup, Mais bon, je vous demande pas forcément de m'apporter une réponse parce que mais je crois que c'est une j'ai un aparté difficulté quand qu'on va même. soulever avec ça. C'est vrai que je m'inscris un peu à contresens de tout ce qui a été présenté, tous les overlaps qui ont été présentés là depuis le début. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que là, j'en ai décrit que 2, mais il y a des outils qui permettent de justement faire de l'enrichissement par rapport aux voies moléculaires, par rapport aux choses comme ça, et de voir un peu plus, de prédire presque un peu plus les symptomatologies, les phénotypes qui pourraient être attachés à certains gènes ou à certains variants. Donc il y a, là j'ai fait quelque chose de très basique dans les approches, mais il y a des outils qui vont un peu plus loin, qui essayent d'être un peu plus dans la prédiction et moins dans la description. Et c'est justement un peu vers ça qu'on peut tendre. Il y a un des outils là que je présentais qui s'appelle qui était dans la liste, qui s'appelle GADO, qui utilise par exemple beaucoup de données d'RNA sec, ce qui peut être La question de qu'est-ce qu'on va sélectionner comme symptôme pour le patient. Et bien justement, oui, voilà. Et justement, il faut aussi voir que là, on ne décrit pas juste des termes, on ne fait pas terme par terme, mais on décrit un phénotype entier. Et donc, c'est la vision du phénotype qu'on va avoir. Et donc, chaque terme, chaque terme a plus ou moins sa force. Et c'est la globalité, la force de la globalité des termes qu'on prend en compte. Et c'est notamment pris en compte dans les calculs, dans les méthodes de calcul. Il faut essayer de sélectionner les symptômes les plus, les plus évidents. Ça va être 2 approches. C'est ça. Oui. Moi, j'ai une question très pratique. Oui. C'est en accès libre Alors, les 2 outils que j'ai utilisés là sont en accès libre. Fantugene est en accès très simplifié avec une version en ligne très simple. Exomizer, ça demande par contre d'utiliser un peu, de maîtriser un peu plus au niveau informatique. C'est en ligne de commande qu'il faut le lancer. Je remercie d'ailleurs l'équipe de bioinformatique de Bordeaux de m'avoir un peu aidé sur ça. Et donc, ça demande un peu plus de pratique pour l'intégrer. Ça revient très exactement à ce que vous avez dit. Nous, on fait partie de la vieille école et en fait, Michael Barrister, quand il nous a appris la dysmorphologie, il nous a appris à reconnaître les signes qui s'appellent des handles, c'est-à-dire des poignées dans lesquelles on peut rentrer dans le diagnostic. Et c'est ceux qui sont significatifs. Par exemple, l'hexadactylie, c'est très significatif du Bardet-Biedl, par exemple. Mais il y a aussi d'autres syndromes avec l'hexadactylie. Mais enfin, dans le Bardet-Biedl, on trouve toujours une hexadactylie. Donc c'est ça qu'il faut rentrer comme signe. Je suis entièrement d'accord avec Annick, l'hypotonie, ça n'a rien de spécifique. La déficience intellectuelle n'a rien de spécifique. Et donc, bon, il y a voilà. Et donc, et pour les cliniciens, il y a un site qui n'est pas cité, que j'utilise assez souvent pour l'aide au diagnostic, qui s'appelle PubCase Finders, et qui permet d'avoir une bonne idée aussi clinique avant de passer à l'étude du gène dans le diagnostic. Ça m'a beaucoup rendu service sur des cas très 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 difficiles. Je voudrais quand même le soutenir un peu dans son histoire. Non, parce que il n'est pas attaqué. Non, le soutenir un peu dans le fait que sur ces variants, ça lui a éliminé les variants qui n'étaient pas liés du tout à l'hypotonie. Il faut le voir comme ça. C'est pas. Enfin, moi, je le vois comme ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur la description clinique que c'est l'œil. On dit que c'est l'œil qui fait, mais ça lui a éliminé les variants liés à l'hypotonie. Il faut le voir comme ça. Hein. Enfin, voilà. Bon. Alors c'est pas. Non, en fait, c'est une question personnelle. C'est un commentaire personnel. C'est plus une remarque qu'une question. C'est la première étape du pipeline. C'est quand même. Récupérer manuellement ces termes et les traduire, et c'était juste pour dire qu'on a un petit projet, un gros projet sur sur GemExcel, le projet Hugo RD, qui vise à pouvoir extraire ces termes HPO de manière un peu automatisée à partir de vos comptes rendus de génétique clinique, pour lequel on va avoir besoin de petites mains, notamment de jeunes ou d'internes, pour annoter des comptes rendus pour servir d'entraînement à nos algorithmes pour pouvoir après les diffuser. Donc on reviendra vers vous probablement pour en trouver. Merci. C'est vrai que ça a été une des limites, parce qu'il y a quand même une subjectivité importante. Et du coup, là, c'est une seule personne qui l'a fait. Justement, on a essayé d'éliminer la subjectivité en le faisant faire par une seule personne pour justement avoir la même vision à chaque fois des termes et la même vision sachant qu'il faut quand même une connaissance un peu des ontologies, de comment c'est organisé pour choisir le bon terme et le plus adapté. Exactement. Il faut vraiment vérifier les définitions à chaque fois et choisir le bon truc. Tout à fait.
Et d'ailleurs, la richesse française de la langue doit vous compliquer la vie un peu, parce que les synonymes, enfin, voilà. C'est un beau projet, du coup. Est-ce que tu as testé un petit peu avec des doubles diagnostics pour voir ce que ça donnait? Alors, je ne l'ai pas mis dans mon topo, mais j'ai eu un triple diagnostic sur un cas résolu. Et du coup, il a sorti il a sorti en premier, en deuxième et en cinquième sur Exomizer. Fan2Gene, c'était beaucoup plus loin. Fan2Gene, il est beaucoup moins puissant. Mais voilà, sur un triple diagnostic, quoi. Donc ça participait à l'intérêt qu'on a eu. Bon, ben merci. En tout cas, ça fait réagir entre l'ancien monde et le nouveau monde. Hein. On est en train d'évoluer.